Alliot-Marie, vous avez tenu à réagir. Vous nous confirmez que vous n'avez aucun lien avec le président Ben Ali. Franchement, Monsieur Pipidi, j'y suis outré de ces accusations Nardenamouk. Sur le Coran, jamais, j'y dis bien jamais, j'ai mis les pieds en Tunisie. Voilà, c'est pas mon ami, Ben Ali. Je suis peut-être naïf, mais moi je la crois. Michèle Alliot-Marie vit ses dernières heures au gouvernement. La ministre française des Affaires étrangères devrait démissionner peut-être dès ce dimanche ou lundi. Plusieurs sources gouvernementales l'ont affirmé ce samedi, même si l'entourage de la ministre l'a démenti. Je ne répondrai plus à rien. Michèle Alliot-Marie est en ce moment au Koweït où elle assiste aux cérémonies du 20e anniversaire de la libération du pays. La chef de la diplomatie française est au centre de plusieurs controverses depuis plusieurs semaines, notamment au sujet des conditions d'un voyage de vacances effectué en fin d'année en Tunisie, l'utilisation du jet d'un homme d'affaires tunisien ainsi que les contrats signés entre cet homme d'affaires et le père de Michèle Alliot-Marie n'ont fait qu'aggraver les choses pour la ministre, qui en plus a livré des explications peu convaincantes et de plus en plus embarrassantes pour le président français Nicolas Sarkozy. نفس المشاكل اللي موجودة إلى حد ما في تونس ومصر واليونان أيضا اقتصاديا موجودة في الولايات المتحدة بشكل مختلف ولا شك إن السياسات الاقتصادية اللي ما يسمى بالليبرالية الجديدة السبب من أسباب إسقاط نظام بن علي. La bibliothèque n'en était pas une. Derrière cette porte, un coffre-fort. Il contient des liasses de billets, en euros, en dinars et en dollars. Et de l'argent, il y en a partout. Dans une mallette posée au sol, ou dans cette caisse. Là non plus, pas de livres, mais des centaines de billets. Une fortune présentée comme celle de l'ex-président Ben Ali et de sa famille. Ces images ont été diffusées hier soir par la télévision nationale tunisienne. Le journaliste affirme que ce palais présidentiel situé à Sidi Bou Saïd servait à cacher, je cite, ce que le président et sa famille ont volé au peuple tunisien. Les caches de Ben Ali renferment aussi ses bijoux sertis de pierres précieuses d'une valeur inestimable. Vendredi, des vols parfois sans passagers mais avec des valises. Et ce matin, Le Monde.fr nous apprend que selon les services secrets français, selon l'Elysée apparemment même, la famille du président Ben Tunisie avec 1,5 tonnes d'or. L'or chinois n'est plus seulement destiné aux plus pauvres, la classe moyenne elle aussi a adopté ces accessoires très tendance. C'est beaucoup moins cher que l'or, mais ça y ressemble vraiment. Les gens qui voient les bijoux pensent que c'est vraiment de l'or. L'autre avantage, c'est que vu le prix, si on le casse, on peut les remplacer sans problème. L'or chinois a donc la cote, mais du côté des autorités, la popularité croissante de ce nouvel imposteur dérange. Ça n'a rien à voir avec du vrai or, c'est une espèce d'alliage avec des métaux de basse qualité comme le zinc et l'aluminium. Ensuite c'est traité pour ressembler à de l'or, mais avec le temps, les bijoux deviennent ternes. Et en plus, ce métal traité peut finir par causer des problèmes de peau. Les vendeurs sont les premiers à reconnaître que l'or chinois perd de sa superbe passé 2 ans. Malgré tout, des millions d'Égyptiens sont heureux de garder l'illusion d'un luxe abordable. Et qu'importe combien de temps il se conserve. Trop tard. Merci beaucoup Christophe Jacubisi. Une révélation à suivre sur BFM TV. Les Américains auraient joué un rôle non négligeable dans la chute de Ben Ali. Actuellement, les entreprises bénéficient des avantages fiscaux quand elles délocalisent sur leur production à l'étranger. Alors que les entreprises qui produisent en Amérique subissent un des systèmes d'imposition les plus lourds au monde. Ça n'a aucun sens. Il est temps d'arrêter de récompenser les compagnies qui délocalisent et commencer à récompenser celles qui créent des emplois ici, aux États-Unis. Il se prononce pour une société américaine plus équitable, il se prononce pour que les très riches payent plus d'impôts, et ça c'est une allusion directe à son concurrent à la présidentielle Mitt Romney, qui est un millionnaire. Vous pouvez appeler ça guerre des classes, mais demander à un milliardaire de payer au moins autant que sa secrétaire, pour beaucoup d'Américains, cela s'appelle du bon sens. M. Obama a par ailleurs tiré les leçons du printemps arabe, du vent de changement qui a balayé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, de Tunis au Caire. Pour revenir sur la politique intérieure, le président a défini ses projets pour une économie construite pour durer, une économie construite sur la manufacture,
l'énergie, des travailleurs bien formés et un renouveau des valeurs américaines. Et il a mis en garde les républicains au Congrès contre tout retour à une économie affaiblie par les délocalisations, les mauvaises dettes et les bénéfices financiers douteux. Une réforme du système fiscal pour faire payer plus les milliardaires ou encourager les firmes américaines à créer des emplois sur place. La Chine et la propriété intellectuelle, les étudiants étrangers dont les papiers ne sont pas en règle, il a demandé au Congrès de ne plus expulser des jeunes gens responsables qui veulent travailler dans les laboratoires américains et créer de nouvelles entreprises, et l'indépendance énergétique. M. Obama a souligné d'autre part qu'en politique, on ne doit pas s'accrocher à des idéologies rigides plutôt que de forger des accords autour d'idées fondées sur le bon sens. Promis de résoudre la crise économique et financière héritée de George W. Bush,